Je suis Nora Boisouni, je suis journaliste indépendante, écrivaine et traductrice et j'écris principalement sur les séries, le genre et l'alimentation. J'ai écrit plusieurs livres sur l'alimentation, les deux premiers qui traitent du genre et de l'alimentation, puis le dernier qui parle de la lutte des classes. Dans vos recherches, quels sont les principaux mythes ou idées reçues liées à la consommation de viande que vous avez identifiés ? Il y a tellement de mythes et de stéréotypes liés à la viande que c'est dur de faire une liste exhaustive. Je dirais que principalement, il y a l'idée que les hommes cisgenres ont besoin de beaucoup plus de viande que les femmes cisgenres. Viande rouge principalement, évidemment, parce qu'il y a le mythe de la protéine chez les hommes, donc il y a l'idée vraiment que les hommes ont besoin de manger beaucoup plus de protéines animales que les femmes. On va tout de suite débunker, c'est un mythe, ça n'est absolument pas vrai. Les hommes n'ont pas besoin de manger plus de viande que les femmes. Il y a aussi l'idée, en fait, la viande étant un des aliments les plus chargés symboliquement avec cette histoire de force, de virilité, il y a aussi une idée qui est que la viande est indispensable à la bonne santé. Donc l'idée que les gens qui n'en mangent pas ou en mangent très peu sont forcément carencés, forcément très fragiles. Et en fait, il y a un autre mythe qui découle de ça, qui est le mythe de l'encéphalisation, c'est-à-dire le développement du cerveau humain il y a des centaines de milliers d'années. On a longtemps cru ou fait croire que la chasse et la viande étaient le facteur unique du développement du cerveau des hominidés. On sait aujourd'hui que c'est pas vrai, dans le sens où c'est multifactoriel. Il y a aussi le mythe des chasseurs-cueilleurs, que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se nourrissaient principalement de viande, donc en chassant. On sait très bien en examinant les dentitions, en examinant les restes qu'on a pu trouver, que le régime était quand même composé en grande partie de végétaux. Et puis de toute façon, c'est compliqué de dire de tout temps, tout le monde a mangé comme ça dépend aussi des régions. Dans les régions où il fait très très froid, il y a beaucoup de glace, beaucoup de gel, évidemment il y a moins de végétaux. Donc en fait, il y a plusieurs mythes autour de la viande, mais cette idée que avant, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais jadis, tout le monde mangeait beaucoup de viande et que c'est la viande qui a fait qu'aujourd'hui on a des gros cerveaux, participe encore à cette idée qu'il faudrait continuer à en manger autant, sinon il y aura une sorte de régression de l'humanité, que nos cerveaux deviendraient tout petits et puis qu'en fait on régresserait au niveau, je sais pas, intelligence, outils, exploits, que sais-je. Comment le conditionnement culturel autour de la viande s'inscrit-il dans une histoire plus large des rapports de pouvoir-domination, notamment entre genres ou classes sociales ? Vu que la viande est très chargée symboliquement en termes de force et de virilité, il y a cette idée que la viande est un attribut plutôt masculin, donc que les hommes devraient en consommer beaucoup pour finalement absorber la force de l'animal mort, donc aussi à travers le sang. Alors on parle évidemment de viande rouge, on sait qu'en France les hommes mangent beaucoup plus de viande rouge que les femmes, qui elles vont avoir tendance à manger plus de viande blanche, mais il y a vraiment cette idée que le mangeur de viande, il est à la fois plus fort physiquement que celui ou celle qui n'en mange pas ou en mange très peu. Et avec cette force du mangeur ou de la mangeuse de viande, surtout du mangeur de viande, il y a une idée un peu collatérale qui est l'intelligence, c'est-à-dire tout va ensemble, quoi. Donc les mangeurs de viande, ceux qui ont raison, ceux qui sont les plus forts. Et ça, on le retrouve dans la propagande politique, par exemple, de l'Empire colonial britannique. C'est Carol J. Adams, dans son livre La politique sexuelle de la viande, qui en parle, où elle explique que la propagande impérialiste de l'Empire britannique disait nous, les Anglais, on est les mangeurs de viande, de bœuf, et à côté, je cite, il y a les bouffeurs de riz. Et donc ça justifie une politique d'exploitation, de colonisation, de pillage, de violence, etc. Par rapport justement à ce mythe de la viande. C'est-à-dire que la viande, elle serait symbolique de progrès et que les populations qui mangent peu de viande ou pas de viande et qui mangent plutôt des céréales, des légumineuses, des végétaux, seraient des gens moins forts, plus faibles, et donc on justifie comme ça la colonisation. On a toujours justifié la colonisation par des biais essentialistes, c'est-à-dire de dire cette population, elle est comme si, parce qu'elle n'est pas de la même couleur, parce qu'elle n'a pas les mêmes coutumes, parce qu'elle ne vit pas de la même manière et parce qu'elle ne mange pas de la même manière. Et donc ça, on le retrouve par exemple avec l'expression soy boy, qui donc littéralement veut dire garçon soja, qui désigne soit des hommes végétariens ou véganes, donc des garçons soja, puisque le soja, le tofu, selon les gens qui sont pas très intelligents, pensent que les véganes et les végés ne mangent que ça. Et le soja souffre encore d'un stéréotype qui est que ça fait pousser les seins chez les hommes et que c'est plein de phytoestrogènes qui dévirilisent les hommes. Donc soy boy, soit c'est une insulte
qui visent les hommes végéo-véganes, ou bien qui visent les hommes qui défendent des idées de justice sociale, notamment qui seraient des alliés féministes et qui vont peut-être défendre des femmes, ou en tout cas interpeller des hommes qui auraient des comportements misogynes ou machos. Dans cette appellation soy boy, il y a deux choses encore. Il y a une présomption de non-virilité et il y a une présomption d'homosexualité. Donc on voit aussi comment se recoupe ça, c'est-à-dire qu'un homme végéo-vegan ne serait pas un vrai bonhomme, et tout comme les hommes homosexuels sont considérés aujourd'hui encore comme pas des vrais bonhommes dans une société qui est largement homophobe. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le corollaire asiatophobe, parce que les populations qui mangent beaucoup de soja sont les populations asiatiques, et on sait qu'aujourd'hui, dans l'asiatophobie, les hommes sont victimes de ces discriminations-là, où on estime que les hommes asiatiques ne sont pas des vrais bonhommes, ils ne sont pas aussi virils que les populations masculines occidentales. Quelle stratégie spécifique l'industrie de la viande utilise-t-elle pour influencer l'opinion publique et maintenir une image positive ? Les lobbies de la viande sont très puissants, comme beaucoup de lobbies, c'est le principe du lobby, et reprennent des stratégies qui sont similaires à celles du tabac. En fait, c'est l'industrie du tabac qui a inventé le lobbying moderne, on le retrouve dans l'alcool aussi. Mais avec la viande, on a l'idée que seul un régime parfaitement omnivore serait un régime bon pour la santé, et que si on n'a pas un régime omnivore, à la fois on sera forcément en mauvaise santé, et en plus, il y a ce truc très pernicieux de la viande, c'est la France. Et la France, c'est la viande. Donc il y a comme une espèce de trahison de son pays, de la culture française, si on arrête de manger de la viande, ou si on en mange vraiment très très peu. C'est ce qu'on appelle aussi le gastronationalisme en France, donc c'est cette idée aussi de hiérarchiser des habitudes culinaires, culturelles, en disant le régime gastronomique français serait meilleur que les autres. Et on est vraiment dans un pays très gastronationaliste, avec une culture de la viande qui est assez récente, parce qu'il y a quand même beaucoup de mythes qui entourent le repas des Français. Encore une fois, on a l'impression, à entendre beaucoup de gens aujourd'hui, que les Français de tout temps ont toujours mangé de la même manière dans toutes les régions de France, les mêmes plats, etc. Il faut quand même savoir que les plats en sauce, les plats viandards en sauce aujourd'hui, sont des plats issus de la cuisine bourgeoise. Évidemment, dans la ruralité française, on ne mangeait pas de viande à tous les repas. Dans la soupe, on ne mettait pas des gros morceaux de lard, on ne mangeait pas du bœuf bourguignon tous les dimanches. C'était quelque chose qui était l'apanage des classes plus aisées. On le sait bien, il y avait des grands banquets aussi, des aristocrates et des nobles pour montrer leur richesse, il n'y avait que de la viande. Le végétal était évidemment considéré comme quelque chose de moins noble. Donc on a encore l'idée reçue que la viande c'est la France et qu'il faut, en mangeant de la viande, à la fois on préserverait des traditions françaises, on protégerait un terroir, un territoire et une agriculture et une paysannerie française. On va rappeler quand même l'élevage intensif, c'est plus de 80% aujourd'hui de l'élevage en France. Alors l'image que veulent nous vendre les lobbies de la viande, c'est des animaux qui ont de la place, qui vont pâturer, qui ont l'air heureux. Donc ça aussi c'est faux, c'est-à-dire qu'on essaie de nous faire croire que la viande aujourd'hui en France, l'élevage, c'est ça. Évidemment qu'on ne va pas vendre aux consommateurs, aux consommatrices des poulets élevés dans des minuscules cages, détruits qui peuvent même pas se retourner, enfin des animaux qui sont élevés dans des conditions absolument atroces. Donc il y a ça, et puis il y a aussi ce que le lobby du tabac a inventé, c'est-à-dire des études scientifiques qui cherchent à dire on n'est pas sûr. Par exemple, on n'est pas sûr que ça pollue tant que ça. On n'est pas sûr que ce soit aussi délétère pour la santé que ça. Donc il y a des scientifiques, des médecins qui sont payés par des lobbies pour nous dire c'est pas si pire. Et les lobbies de la viande ont plus ou moins inventé le terme flexitarien, qui ne veut rien dire, puisqu'en fait, quand on mange de la viande, on est omnivore. Mais flexitarien voudrait dire qu'on cherche à réduire sa consommation de viande. Donc c'est un peu sensible comme mot, parce que moi je sais que je me suis déjà pris la tête avec des gens à qui je disais mais en fait ça veut dire quoi pour toi flexitarien? On m'a dit c'est que je fais attention à manger moins. Et je dis mais attention, parce que c'est quand même un terme qui est très utilisé par l'industrie de la viande, qui justement cherche à garder ses parts de marché et à faire croire que ce régime-là est un régime qui serait forcément quelque chose d'extrêmement vertueux et bénéfique. Attention, je dis pas que c'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut faire attention à l'instrumentalisation par les lobbies de la viande d'une certaine manière de consommer. Les lobbies de la viande disent il faut consommer
mieux. Ils ne disent pas il faut consommer moins. Qu'est-ce que ça veut dire mieux? On ne sait pas. Les supermarchés concentrent 80% des achats. Les Français et Françaises vont très peu faire leurs courses de viande, par exemple dans des boucheries. On ne sait pas trop ce qu'on achète forcément. Donc il y a vraiment cette idée qu'ils jouent aussi sur le côté terroir, quoi. Donc vraiment, en mangeant de la viande, vous sauvez en fait un paysan, un éleveur, une éleveuse. Et puis en mangeant de la viande, c'est la force, quoi. Donc on voit des publicités aussi, évidemment. Il y a une publicité pour une marque de viande très connue où on a beaucoup d'hommes dans ces publicités. Puis ils ont une signature sonore qui fait comme ça. Donc je dirais pas la marque, mais tout le monde la reconnaîtra. Et puis il y a pas longtemps, ils ont sorti une publicité avec une femme enceinte qui mange de la viande et le bébé dans le ventre est hyper en forme, danse sur une musique assez entraînante. Donc il y a encore une fois l'idée que la viande c'est bon même pour le bébé à l'intérieur. Donc on joue sur beaucoup de plans, on joue sur l'aspect sentimental, donc vraiment de sauver un éleveur, une éleveuse. On joue sur l'aspect santé en faisant encore une fois croire que la viande est indispensable à une bonne santé, ce qui est faux. Les médecins vous le diront, on peut tout à fait être en très bonne santé sans manger de viande, en étant végétarien, végétarienne ou végane, les enfants aussi. Et on joue aussi sur l'idée que ne plus manger de viande, ce serait quasiment la fin de la civilisation. Et on voit aussi les liens avec des idées d'extrême droite, par exemple. Il y a une enquête qui a été menée où on voit que plus les hommes s'identifient comme des viandards, plus ils ont des idées à l'extrême droite de l'échiquier politique et plus ils ont des idées qui ne sont pas progressistes, c'est-à-dire des idées par exemple misogynes ou racistes. Donc on voit bien aussi comme on instrumentalise la consommation de viande à des fins, encore une fois, très nationalistes et culturellement, on va dire, hermétiques. Donc encore une fois, la France c'est la viande c'est la France. Si tu manges pas de viande, t'es pas un vrai Français, quoi. Quel rôle jouent les influenceurs, les réseaux sociaux et les nouvelles formes de publicité dans la diffusion des messages pro-viande? Ce qui est difficile avec les nouvelles formes de communication, notamment avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, etc., c'est quand on est consommateur, consommatrice de ces contenus, notamment quand on est jeune, c'est d'avoir l'esprit critique assez construit pour juger de ce qui est de la com et ce qui est ce que la personne créatrice ou créateur de contenu dit de manière assez naturelle, spontanée, etc. Les lobbies de la viande, aujourd'hui, ils cherchent à récupérer des parts de marché des jeunes, puisqu'ils voient bien que beaucoup de jeunes sont assez ouverts à tout ce qui est question environnementale, question de bien-être animal. Alors on va tout de suite mettre les points sur les i. Il y a très peu de gens végétariens et végétariennes, encore moins de véganes en France. On n'a pas vraiment de statistiques, on est entre 2 et 5%. Les véganes c'est moins de 1%, donc on n'est pas non plus sur ce que les lobbies de la viande imaginent être un grand remplacement vegan. Donc c'est compliqué parce que vous allez avoir des influenceurs, influenceuses qui vont vous dire moi je mange beaucoup de viande, c'est bon pour la santé, mais alors où sont les sources scientifiques? Il n'y en a pas, ou alors elles sont justement des sources qui ont été fournies par l'industrie de la viande, tout comme le lobby du tabac fournit aussi des sources médicales en disant mais on n'est pas sûr que le tabac ça donne vraiment le cancer. Il a fallu quand même attendre des années avant qu'on ait des preuves scientifiques où on puisse leur dire bah bien sûr que si. Et sur la viande on a aussi des scientifiques qui sont quand même avec des accointances assez proches des groupes qui font du lobby pour la viande et des groupes industriels de viande. Donc c'est difficile pour les jeunes, quand on s'identifie à un influenceur ou à une influenceuse, de faire la part des choses et surtout de ne pas être trop perméable au discours idéologique et politique qui peut être porté par des choses qui peuvent avoir l'air aussi anodines, je dirais, qu'une consommation de viande, etc. Par ailleurs, il y a aussi les régimes paléo, les régimes keto, etc., qui sont plébiscités par des influenceurs, influenceuses qui n'ont aucune formation scientifique en nutrition, en diététique, etc., et qui peuvent aussi être vraiment dangereux pour la santé. Donc on joue sur plusieurs tableaux, quoi. Comment déconstruire ce conditionnement à une époque où les enjeux environnementaux et éthiques sont de plus en plus présents dans le débat public? Ce qui est difficile avec l'alimentation, c'est que c'est à la fois politique, mais c'est surtout très identitaire. C'est très intime en fait. C'est pour ça, moi, je me suis fait prendre à partie depuis que j'écris des livres sur l'alimentation, parce qu'en fait, ça touche vraiment à l'intime chez les gens, ça touche à l'identité, ça touche à la culture, aux traditions familiales, aux croyances, etc. Il y a beaucoup de pensées magiques autour de l'alimentation. Par exemple, la viande égale la force. Par exemple, telle marque de smoothie où il y a écrit détox, vous avez l'impression de faire du bien à votre corps en buvant ce jus de fruits. Une tisane qui s'appelle Nuit Calme, vous allez avoir l'impression
l'impression que vous allez passer une très bonne nuit. La pensée magique, elle est dure à déconstruire parce qu'en fait, elle est vraiment enracinée culturellement à travers justement des traditions, à travers beaucoup la publicité, la communication. Donc c'est très difficile et c'est très long de faire évoluer culturellement des régimes alimentaires ou des idées ou des croyances liées à l'alimentation parce qu'on a l'impression qu'en changeant la manière dont on mange, finalement, on se change soi-même. On change d'identité et c'est difficile, c'est assez violent quand même de se dire ça. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la viande, elle a toujours un statut assez prépondérant en France parce qu'en fait, il y a très peu de communications qui sont faites pour réduire la consommation de viande notamment, même si on a ce qu'on appelle le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, qui depuis des années dit qu'il faut réduire la consommation de viande. En France, on a ce plan-là, donc ces recommandations sanitaires-là. Malgré ça, on voit bien le poids des lobbies en France, puisqu'on a assez peu de communication, par exemple à la télévision ou sur les publicités sur YouTube, qui nous dit pourquoi est-ce qu'une surconsommation de viande est délétère pour la santé, pourquoi il faudrait remplacer la viande par d'autres choses. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très volontaire. Pourquoi est-ce qu'on a des publicités sur la prévention routière? Pourquoi est-ce qu'on a des publicités sur le tabac? Pourquoi on a assez peu de pubs sur l'alcool et sur la viande? On sait bien que les lobbies sont très puissants derrière et que du coup, on est quand même assez en état de connivence avec les politiques, hein, il faut bien le dire. C'est dur de faire changer les habitudes des gens et c'est normal. Changer nos habitudes, c'est compliqué. Ça fait très longtemps qu'on vit comme ça. Et puis surtout, on a l'impression que c'est de tout temps. Encore une fois, il y a ce mythe. C'est vraiment un mythe culturel, l'alimentation en France. Donc on a l'impression que dire aux gens ce serait bien de réduire la viande, qu'on trahit une espèce de mythe unifié d'une France qui aurait toujours mangé de la même manière, les mêmes choses, la même viande. Donc c'est dur parce qu'il y a une forme de résistance quand on dit aux gens ce serait bien de manger quand même moins de viande. Eux entendent vous voulez tout changer. Vous voulez tout détruire, tout changer. Et comme on sait que la viande a quand même une charge très masculine et très viriliste, traditionnellement, les caractéristiques qui sont plutôt du côté du masculin, c'est la liberté et la prise de risque. Donc on a beaucoup d'hommes qui vont dire mais moi je fais ce que je veux, je suis libre de manger ce que j'ai envie de manger et je m'en fous des conséquences. Donc peu importe si la viande, notamment la viande transformée, la charcuterie par exemple, on le sait, est assez délétère pour la santé, donc maladie cancer colorectal qui touche principalement les hommes par exemple, les hommes vont dire mais moi je m'en fous, il faut bien mourir de quelque chose quoi. On retrouve le même discours avec l'alcool. Les morts par l'alcool sont principalement les hommes, les morts par les accidents de voiture sont principalement des hommes aussi, mais donc on a une espèce de discours libertaire qui est compliqué aussi à contrer puisqu'en fait c'est vraiment encore une fois quelque chose de très culturel quoi. Et la chose très difficile aussi en France, c'est que on n'a pas beaucoup de choix, il faut quand même le dire. Quand on mange à l'extérieur, c'est compliqué encore, à part dans les grandes villes et encore, de trouver des alternatives végétarienne ou végane. On va vous proposer un sandwich au thon, comme si le thon n'était pas un animal. Ça arrive tout le temps. Ou alors vous avez la chance d'aller au restaurant, sur le menu, il n'y a rien sans protéines animales, et vous demandez si on peut vous faire quelque chose, et on va vous servir juste une assiette de haricots ou de patates, quoi. Donc il y a vraiment la question de la disponibilité d'une alternative sans viande, voire sans protéines animales dans le cas où on serait végane, qui est très compliqué à trouver. Et la restauration collective aussi. On a quand même des municipalités qui se battent activement pour empêcher une multiplication des repas végétariens dans les cantines. Donc en fait, si vous n'apprenez pas aux enfants dès le plus jeune âge à manger autre chose que de la viande, à avoir des légumineuses, des céréales, des légumes, etc., comment vous voulez que ce soit des adultes qui sachent cuisiner autre chose que de la viande et qui apprennent le goût? Parce qu'en fait ça passe beaucoup par le goût. Quand on n'a jamais goûté un plat de lentilles, quand on n'a jamais goûté des pois chiches, évidemment c'est plus compliqué quand on devient adulte de les acheter, de les cuisiner, d'avoir une espèce de réflexe de manger des protéines différentes que les protéines classiques animales. Donc ça passe vraiment aussi par ces pratiques, ce changement de pratique. Et on voit à quel point les lobbies de la viande ont une résistance énorme à ce changement de pratique, puisqu'ils voient que les parts de marché pour ce qu'on appellerait les substituts véganes, les alternatives véganes ou végé dans les supermarchés se multiplient. Donc les galettes de céréales, les boulettes, etc., les steaks de soja, le faux jambon, le faux fromage. Et ils essayent régulièrement de faire interdire ces appellations, donc steak de soja, jambon de protéines de pois. Alors ils n'ont pas réussi, ça fait plusieurs fois qu'ils tentent de le faire et ils ont raté encore récemment. Mais on voit à quel point ils ont peur. Selon vous, quelles seraient les actions les plus efficaces pour contrer ces campagnes et promouvoir une réflexion critique chez les consommateurs ?
Quelque chose qui joue beaucoup dans la résistance à la réduction de la consommation de viande ou à l'arrêt total de la consommation de viande, c'est la dissonance cognitive. C'est-à-dire, vous pouvez voir toutes les vidéos possibles d'associations comme L214 par exemple, qui vous montrent les conditions terribles d'élevage et d'abattage des animaux en France. Et vous allez pourtant, le lendemain midi, manger un steak. En vous disant ouais, je sais, c'est horrible, mais c'est super bon. Et puis il y a des gens qui vont avoir une résistance assez agressive et violente. En disant quoi? Encore une fois, en mobilisant des mythes qui sont on a toujours mangé de la viande, blabla, pourquoi changer, etc. Donc, dans les solutions, il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut appuyer. D'abord, continuer à lancer l'alerte sur la cruauté animale, pas que pour la consommation des humains, mais aussi les pratiques comme la corrida par exemple, mais continuer à alerter sur le foie gras, continuer à alerter sur les élevages, donc ça c'est important pour montrer aux consommateurs, aux consommatrices la manière dont les animaux qu'ils et elles consomment sont élevés et abattus. Ça s'appelle juste de l'information et de la transparence, donc c'est normal de savoir comment est-ce que ça arrive dans l'assiette et arrêter justement d'adhérer à l'image à laquelle veulent nous faire croire les lobbies de la viande ou l'agroalimentaire. Il y a aussi une question d'éducation alimentaire, encore une fois, c'est dès l'enfance qu'il faut apprendre qu'on peut se nourrir autrement qu'avec de la viande à tous les repas. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamine, on avait la pyramide alimentaire et elle est encore dans certains établissements. Pourquoi? Parce que les lobbies de la viande ont accès aux établissements scolaires, ça c'est un scandale. Ils viennent avec des brochures et viennent expliquer aux élèves que la viande c'est indispensable. Donc dès l'enfance, on met dans la tête des enfants que la viande est indispensable à la bonne santé et qu'un repas sans viande, c'est quand même pas terrible. Donc d'abord, il y a l'information. Ensuite, il y a culturellement, on va dire, montrer que faire autrement c'est possible, mais pour ça il faut aussi une disponibilité et une accessibilité financière. Donc il y a plein de leviers. Le levier informationnel, le levier sur il faut qu'on puisse acheter autrement, que ce soit des choses transformées, on a le droit de manger un truc transformé quand on est végé ou vegan, hein. Et puis aussi il faut qu'on puisse apprendre à cuisiner autrement. Tout le monde ne sait pas cuisiner des légumineuses, bon ça se perd. Les lentilles on en mangeait beaucoup plus en France avant, aujourd'hui on en mange assez peu, les pois chiches c'est pareil. C'est plus dans notre culture en fait de manger ce genre de choses. Les haricots blancs, dans le sud-ouest de la France, il y en a. À Paris, les haricots blancs, il n'y a pas de tradition du haricot blanc. Donc c'est aussi ça, c'est régional hein, finalement. Vous avez des régions où il y a plus de légumineuses que d'autres. Donc il faut aussi qu'on apprenne, qu'il y ait une éducation culinaire en fait, qui existe, mais c'est aussi parce que c'est en formant des enfants qu'on va former des adultes qui sauront cuisiner autrement. Et puis il faut des messages de santé publique. Aujourd'hui, les messages de prévention à la télé, sur les publicités, c'est quoi? C'est manger 5 fruits et légumes par jour. Manger, bouger, ne manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Il faudrait vraiment des campagnes nationales qui préconisent un changement de régime alimentaire et d'habitude alimentaire. Si vous aviez un message essentiel à adresser au public concernant le rôle de la viande dans nos sociétés, quel serait-il? Aujourd'hui en France, malheureusement, il y a des millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, qui n'ont pas les moyens de manger ce qu'ils et elles voudraient manger. Des gens qui sont à l'aide alimentaire, donc qui ne choisissent pas forcément ce qu'on leur donne dans les colis alimentaires. Donc je dirais déjà qu'il faut penser à ça. Il faut se dire que tout le monde n'a pas le choix de son alimentation. Les gens qui ont le choix de leur alimentation, peut-être réfléchir aussi à comment je peux modifier de temps en temps, commencer par des petites modifications. Les gens qui ont le temps et le matériel pour cuisiner, se poser les mêmes questions. Moi, je voudrais qu'on arrête de diaboliser certains aliments. Je voudrais qu'on arrête de moraliser certains aliments, par exemple le sucre, le gras, on a besoin de ça pour vivre. En revanche, arrêtez de poser une couronne sur la tête de la viande en disant sans viande, on ne peut pas vivre correctement, sans viande, on est forcément carencé, il faut de la viande. Le truc, c'est quoi? C'est que les légumes et les fruits, c'est super cher. C'est ce qui a pris le plus en termes d'augmentation des prix depuis une dizaine d'années. Donc, si on veut rendre certains aliments plus accessibles que d'autres, c'est des politiques publiques, c'est des réglementations, c'est une économie qu'il faut changer, c'est un système qu'il faut changer. Aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir aux gens qui ont très peu de moyens d'aller vers le moins cher. Et parfois, souvent, le moins cher, c'est des plats transformés à base de viande. Donc, si on n'offre pas d'alternatives durables, végétariennes, accessibles à tous et à toutes,
on ne peut pas aller reprocher aux gens de continuer à manger des plats à base de viande et surtout à base de viande qui est vraiment pas une viande très bonne pour eux et des plats très bons pour eux non plus. Donc on peut être radical mais tout en se mettant à la place de l'autre, quoi. Donc les gens qui adorent la viande peuvent aussi se poser la question de se dire pourquoi est-ce que la viande c'est important pour moi. Pour moi il y a une remise en question importante à faire à ce niveau-là, de se dire pourquoi est-ce que j'ai l'impression que si je ne mange pas de viande ça va pas aller. Pourquoi j'ai l'impression que si pour un repas de fête par exemple, s'il n'y a pas une pièce de viande sur la table, c'est pas vraiment la fête. D'où viennent ces habitudes? Souvent c'est familial, c'est traditionnel, c'est historique, c'est culturel. Il y a plein de pays où on met pas une pièce de viande au milieu de la table quand c'est la fête, quoi. Donc c'est vraiment des petites choses. Moi par exemple, j'ai réussi à convaincre assez facilement ma famille. À Noël, c'est moi qui fais à manger et tous les Noëls, je fais un dîner végétarien. Je suis la seule à pas manger de viande dans ma famille et personne se plaint, tout le monde soit très bon et au contraire, ça a appris à tout le monde à cuisiner des choses qu'ils et elles n'ont pas l'habitude de cuisiner. Ma mère, en fait, cuisine de plus en plus végétarien depuis des années pour des raisons de santé, pour des raisons économiques aussi, parce que la viande, ça reste quand même relativement cher. Mais en fait, c'est à tout le monde de mettre un petit peu de soi, quand on peut le faire, encore une fois, mais quand soi-même, on a des réflexes et qu'on a des connaissances sur une cuisine végétarienne, eh bien, la transmettre aux autres. Et quand on invite des copains ou des copines à la maison, de leur faire des plats végés pour leur montrer qu'en fait, c'est convivial, c'est possible et surtout, c'est inclusif. Tout le monde va pouvoir en manger. Vous n'allez pas être le seul ou la seule à côté à qui on a fait une assiette différente parce que ce qui est important dans la nourriture, c'est ce qu'on appelle la commensalité, c'est-à-dire manger ensemble.